Isabelle Gingras, médecin acétyle, impliquée dans le dossier du nucléaire, plus précisément par rapport à la filière uranifère au Québec. Donc, vous êtes ici pour le bloc des enjeux environnementaux et de sécurité nucléaire. Donc, on aura deux conférenciers ce matin. Donc, M. Bruno Chereyron de la France, que je vais présenter, aussi M. Michel Duguay. Donc, M. Chereyron est un ingénieur en physique énergétique et nucléaire. Il est le directeur de la CRIRAD, qui est la commission de recherche et d'information indépendante sur les radiations en France. Donc, il va venir nous parler plus précisément là, des impacts des activités nucléaires. Donc, le titre de sa conférence, c'est « Lutter contre la désinformation du lobby nucléaire ». Il va prendre l'exemple de la France et du Japon. Et M. Duguay va venir compléter la présentation et faire le lien entre les centrales nucléaires dont l'objectif est la production d'électricité et l'utilisation des déchets ou des composantes des produits de ces réacteurs-là dans l'armement nucléaire. Donc, Monsieur Michel Duguay, docteur Duguay, est physicien nucléaire, professeur au département de génie électrique et génie informatique de l'Université Laval. Donc, ils ont environ 15-20 minutes chacun pour une présentation et par la suite, on va avoir une période d'échange si le temps nous le permet. Donc, je passe la parole à nos conférenciers. Merci. Bonjour. Donc, Bruno Chereyron. Je suis pas directeur de la CRIRAD, mais seulement du laboratoire de la CRIRAD. Donc, CRIRAD, ça veut dire Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. C'est une association, loi 1901, qui a été créée en France en 1986, après la catastrophe de Tchernobyl. Et l'objet de ma présentation, c'est d'insister sur la désinformation que pratique le lobby nucléaire. Et du coup, la contraposée, c'est l'importance du contrôle citoyen, de former les citoyens pour qu'ils puissent faire un certain nombre de contrôles indépendants. Donc la CRIRAD est née premièrement du mensonge de Tchernobyl, puisque à l'époque, lorsque la contamination liée à la catastrophe de Tchernobyl est arrivée sur le territoire français, en fin avril, début mai 1986, l'État nous a menti. Le communiqué du ministère de l'Agriculture du 6 mai 1986, c'était « En raison de son éloignement, le territoire français a été totalement épargné par les retombées consécutives à la catastrophe de Tchernobyl », ce qui était un mensonge. Et une des premières tâches qu'ont fait les citoyens qui ont créé la CRIRAD, c'est justement de mettre en place un laboratoire indépendant. Ça a pris du temps, évidemment, embaucher des scientifiques pour créer aujourd'hui ce laboratoire qui est agréé par l'autorité de sûreté nucléaire française depuis quelques années. Donc, un des premiers travaux du laboratoire de la CRIRAD, ça a été de montrer l'intensité de la contamination en césium sur le territoire français. On l'a fait, vous le voyez sur cette carte, avec des carottages de sol, et vous voyez que un large quart est du territoire français, de la Corse jusqu'à l'Alsace, est contaminé par le césium-137 de Tchernobyl. C'est un produit de fission qui a une période de 30 ans. Ça veut dire qu'il faut attendre 30 ans pour que sa radioactivité soit divisée seulement par 2 et 300 ans pour qu'elle soit divisée par plus de 1000. Tous les points en rouge sont des points où on a un niveau de contamination supérieur à 30 000 becquerels par mètre carré. Un becquerel, c'est une désintégration d'atomes radioactifs par seconde. Donc oui, le territoire français a bien été touché par les retombées de Tchernobyl. Et si on calcule les doses qu'ont pu subir certains groupes de population, en particulier les jeunes enfants, en particulier à cause de l'iode 131, on peut montrer qu'il aurait fallu, à l'époque, prendre des mesures de protection sanitaire, ce qui n'a pas été fait. D'où l'importance du contrôle citoyen, du contrôle indépendant. Deuxième exemple que je vais prendre, c'est une usine en France, qui est l'usine Comurex Areva, de conversion de l'uranium. On a beaucoup parlé pendant ce séminaire des mines d'uranium, ce qui est très important. La deuxième étape, c'est la conversion, c'est-à-dire la transformation du concentré d'uranium, le yellow cake, en UF4, le tétrafluorure d'uranium. Donc nous avons en France, à Narbonne,
une des plus importantes usines de conversion du monde, puisque officiellement, elle a une capacité de production qui représente 25% de la capacité mondiale. 40% de cette production est exportée, et c'est le seul point d'entrée de tout l'uranium. Tout l'uranium qui rentre en France passe par cette usine pour subir la première étape du processus qui va conduire à la fabrication du combustible nucléaire. Sur cette photo, vous voyez le parc à fûts de concentré uranifère de cette usine. Vous voyez les centaines de fûts qui contiennent ce yellow cake. On ne sait pas combien il y en a de tonnes, c'est probablement 20 000 tonnes, donc c'est une quantité extrêmement importante. À l'époque, avant que la CRIRAD intervienne, en 2005, voilà le type d'information que donnait la compagnie Areva à la population dans la commission d'information. Ça donne le taux de radiation à la clôture de l'installation et vous voyez uniquement des zéros dans toutes les colonnes et toutes les lignes du tableau. Autrement dit, officiellement, il n'y avait pas de radioactivité dans l'environnement à la clôture de cette installation. Nous avons fait des mesures en 2006 à la demande de cette femme qui est à gauche sur la photo, qui habitait avec sa famille à quelques dizaines de mètres de cette clôture. Et nous avons découvert, au contraire, que le taux de radiation était important, qu'il était détectable à 250 mètres de distance de la clôture et qu'y compris devant sa maison, sur la table qui est à l'extérieur de la maison, dans le jardin, il y avait un niveau de radiation tout à fait mesurable à cause des émissions radioactives de l'uranium et surtout de certains de ses descendants qui sont présents dans le yellow cake qui est contenu dans les fûts. Vous voyez que d'ailleurs, pour diminuer un peu la radioactivité subie par les habitants, Areva a installé des fûts qui sont de couleur verte et qui contiennent du sable ou du ciment pour arrêter un petit peu la radioactivité émise par les fûts qui contiennent le yellow cake et qui, eux, sont de couleur, par exemple, sur cette photo noire. Après que nous ayons fait ces mesures et que nous les ayons rendues publiques, là, le rôle de la presse est extrêmement important. Areva a été obligé de reconnaître la réalité. Et voilà le deuxième type de communication qu'ils ont rendu public. Ce document donne le taux de radiation à la clôture. Et là, effectivement, Areva commence à reconnaître que oui, il y a bien un taux de radiation à la clôture qui est important et qui est même, en certains endroits, susceptible de dépasser les limites sanitaires qui sont matérialisées par la ligne rouge. Donc c'est simplement pour rendre compte de l'importance du contrôle indépendant, sinon les industriels ne nous rendent pas compte de la réalité des impacts. Et ce problème se poursuit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au moment où nous parlons, Areva continue à dire que la radioactivité à la clôture est extrêmement faible, ce qui n'est pas le cas. Et je vais vous le montrer avec cette petite vidéo qui a été tournée il y a peu de temps, en 2014, avec un appareil qui s'appelle un scintillomètre gamma. C'est un appareil qui enregistre le rayonnement gamma et qui l'exprime en coups par seconde. Donc le niveau naturel. CRIRAD, nous sommes le 7 janvier 2014 et nous nous trouvons à l'approche du site Comurex de Malvézy, pour l'instant sur la route goudronnée, la route principale. Le niveau de rayonnement gamma pour l'instant est normal, c'est-à-dire entre 50 et 60 Donc, à grande distance de l'usine, on a un taux de radiation dans la voiture qui est normal, de l'ordre de 50 à 60 coups par seconde. C'est lié à la radioactivité naturelle qui vient du sol. Maintenant, je vais accélérer un peu le film à proximité de l'usine. En particulier les concentrés uranifères qui viennent du Niger, du Kazakhstan. Donc vous voyez que lorsqu'on s'approche de l'usine, on a des niveaux plus importants. On est maintenant à 160 coups par seconde. Et lorsque l'on va s'approcher de plus en plus du parc qui contient les concentrés uranifères, la radioactivité va augmenter. Donc on va changer de route. Par le nord, le site Comurex, avec en particulier le parc à fûts. Donc vous distinguez les fûts qui sont à l'arrière-plan. Plus 20 000 tonnes de concentré d'uranium qui sont dans les bidons, dans les fûts qui sont à notre droite. Le taux de rayonnement, évidemment, augmente.
vous voyez, là, on est à 200 coups par seconde. Les rayonnements gamma sont extrêmement puissants puisqu'ils arrivent à traverser, ils arrivent à aller dans l'air. Il y a une diffusion, donc une partie redescend vers nous, ils traversent la vitre du véhicule et ils nous irradient alors même que nous sommes dans le véhicule. Vous voyez, 600, 700 coups par seconde, on va monter à 1000 coups par seconde, etc. Donc c'est simplement pour montrer un point important, c'est que même à travers le métal des fûts de Yellow Cake, une partie de la radiation, les rayonnements gamma, arrivent à traverser. Et vous imaginez évidemment que les travailleurs qui sont autour de ces fûts en permanence, ceux qui les transportent, ceux qui les manipulent, reçoivent une radiation qui est tout à fait importante. C'est pour ça d'ailleurs que les normes sanitaires sur les travailleurs sont 20 fois supérieures aux normes admises pour la population générale. Deuxième type de mensonge avec cette installation, c'est la pollution des boues. Cette usine produit énormément de boues qui sont issues du procédé de conversion de l'uranium. Il y a eu en mars 2004 un incident assez important, puisque une des digues du bassin qui contient les boues radioactives a rompu et ces boues se sont répandues dans la plaine. Le discours d'Areva à l'époque, c'était de parler de boues et de liquides nitratés. C'est vrai que ces boues contiennent des nitrates, mais le mot radioactivité, le mot uranium n'apparaissait pas dans la communication officielle d'Areva. Nous avons pu faire des analyses de ces boues grâce à un citoyen, un des riverains, qui a accepté d'aller en prélever en 2006, c'est-à-dire 2 ans après l'accident, alors que ces boues étaient encore dans la plaine. Et nous avons trouvé pendant une très forte contamination plus de 200 000 becquerels par kilo en uranium, bien entendu, c'est une usine de conversion d'uranium, mais aussi des descendants de l'uranium, le thorium-230, qui était très radiotoxique par inhalation. Et également, cette usine ne convertissait pas que de l'uranium naturel, mais aussi de l'uranium issu de retraitement. Donc, deuxième mensonge, on vous parle de boues nitratées. Il s'avère qu'en réalité, ce sont des boues qui sont fortement radioactives. Et là, on a mené tout un combat parce que les travailleurs qui sont intervenus pour réparer la digue, ça c'est le bassin avant l'accident. Ça, c'est le bassin après l'accident. Vous voyez la digue qui est rompue. Il a fallu plus de 2 ans pour que toutes ces boues radioactives soient récupérées et remises dans des bassins réparés. Mais les travailleurs, beaucoup d'entre eux ont travaillé sans protection, sans masque. Ça veut dire qu'ils ont respiré ces poussières radioactives, alors qu'Areva a toujours prétendu qu'elles n'étaient pas radioactives. Donc, deuxième type de mensonge. Troisième sujet que je vais aborder rapidement, c'est la question du transport des matières radioactives. L'industrie nucléaire nécessite beaucoup de transport. Transport du yellow cake, transport des différentes formes d'uranium jusqu'à la fabrication du combustible, transport des déchets après la centrale nucléaire. Et à chacune de ces étapes, il y a une irradiation des personnels. Ici, nous faisons des mesures sur un train qui transporte du combustible usé. Le taux de radiation était détectable à 40 mètres de ce train. Et c'est dû au fait que la réglementation sur le transport des matières radioactives est en incohérence par rapport à la réglementation sur la protection sanitaire. On va regarder juste la première ligne de ce tableau, la première colonne. Le taux de radiation maximal admis au contact d'un château de transport, d'un wagon de transport de combustible, par exemple, c'est 2000 microsieverts par heure. Ça veut dire que si vous restez une demi-heure contre ce véhicule ou ce train, vous allez recevoir la moitié de 2000, c'est-à-dire 1000 microsieverts, c'est-à-dire 1 millisievert. Or, la dose maximale annuelle admissible pour le public, c'est 1 millisievert par an. Autrement dit, en 30 minutes, vous pouvez avoir l'équivalent de la dose maximale annuelle admissible. Alors cette réglementation est extrêmement permissive parce que si nous obtenions une vraie réglementation protectrice de la santé des travailleurs et du public, l'industrie nucléaire ne pourrait probablement plus transporter ces déchets parce qu'il faudrait imaginer des blindages beaucoup plus épais, en plomb par exemple, pour vraiment atténuer fortement la radioactivité. Alors, je vais l'illustrer à travers le transport de l'UF4, le tétrafluorure d'uranium, qui vient justement de l'usine qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer un bout de vidéo avec le même type d'appareil.
nous allons doubler sur l'autoroute en France cette citerne qui transporte cet UF4. Vous voyez le sigle radioactif, c'est un sigle international. Lorsque vous voyez ce type de symbole sur un véhicule, il vaut mieux ne pas vous en approcher parce qu'il y a de grandes chances qu'il émette des radiations qui peuvent être détectables à plusieurs mètres, voire dizaines de mètres. Donc à l'intérieur du véhicule, lorsque l'on est à plusieurs, disons à une centaine de mètres du camion, on ne détecte pas d'anomalie, on est toujours dans un niveau, vous le voyez, de 60 coups par seconde. Mais lorsque l'on va doubler le véhicule, à ce moment-là, on va se retrouver sous l'influence des rayonnements gamma qui sont émis par l'uranium et par ses descendants qui sont dans la citerne et qui traversent le métal de la citerne, qui traversent la vitre de notre véhicule et qui nous exposent. Vous voyez, on est passé à 1500, 1600 coups par seconde. Alors, évidemment, les travailleurs qui sont associés au transport de ces matières, ces matières nucléaires radioactives sont exposés à des doses tout à fait importantes. J'arrive au dernier point, c'est la catastrophe de Fukushima. En France, nous avons mesuré l'iode radioactif de Fukushima. Vous avez sur ce diagramme l'iode 131 mesuré dans l'air ambiant à Valence, en France. On a commencé à détecter une augmentation à partir du 28 mars qui a duré jusqu'en avril 2011. C'est simplement pour vous montrer que cette catastrophe a bien conduit à une contamination de l'ensemble de l'hémisphère nord. Mais je voudrais surtout vous parler de la situation au Japon. Donc à la CRIRAD, nous avons subi Tchernobyl en France en 1986 et nous avons été vraiment extrêmement choqués de voir la manière dont les autorités japonaises ont très mal protégé la population avec cette catastrophe. Ce diagramme vous montre le taux de radiation à la centrale d'Onagawa, qui est à 100 km au nord de celle de Fukushima. Et sans rentrer sur les chiffres, vous voyez une augmentation du taux de radioactivité très important. Il a été multiplié par 400 le 13 mars. Fukushima, le tsunami, c'était le 11 mars. Ça veut dire que sur ce site internet accessible par tout le monde au Japon, il était clair très vite que la radioactivité était très importante, même à 100 km au nord de la centrale de Fukushima. Or, qu'ont fait les autorités japonaises, vous le savez, elles ont demandé l'évacuation de la population seulement dans un cercle de 20 km. Tout le monde sait qu'en fonction de la direction des vents, puis en fonction des précipitations, la contamination au sol va dépendre non pas d'un cercle théorique de 20 km, mais de la réalité des conditions météorologiques. Donc la population n'a pas été correctement évacuée, il n'y a pas eu de distribution de pastilles d'iode stables qui permettent de limiter la quantité d'iode radioactif fixée par la thyroïde, et il y a eu une insuffisance des recommandations sur les aliments. Le gouvernement japonais n'a donné des résultats sur la contamination des aliments qu'une semaine après le début des rejets. Ça veut dire que pendant au moins une semaine, des citoyens japonais ont consommé des aliments extrêmement contaminés et ont subi des doses, en particulier à la thyroïde, qui auraient pu être évitées. Alors, la France a une certaine responsabilité dans cette situation, puisque l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est un organisme de l'État français, a fait des simulations des doses qu'allaient subir les citoyens japonais. Et le document qu'ils ont publié le 18 mars, leur interprétation, je la cite, d'un responsable de l'IRSN, c'est de dire le périmètre mis en place par les Japonais est suffisant. Ça veut dire que pour les autorités de radioprotection françaises, ce qui s'est passé au Japon était acceptable, et ça veut dire qu'ils auraient peut-être fait la même chose dans le cas de la France, alors que pour nous, ce qui s'est passé en matière de protection des populations au Japon est totalement inacceptable. Nous avons fait des mesures à Fukushima. Voici des mesures, par exemple, en mai-juin 2011, dans une école de la ville de Fukushima, à 60 km de la centrale. Ce n'est donc pas une zone qui a été évacuée. Nous avons mesuré, alors qu'on est plusieurs semaines après les retombées, des taux de radiation qui sont de 10, 20, 30 fois supérieurs, disons, à la normale, dans la cour de l'école. Et le sol au pied des balançoires que nous avons prélevé est vraiment devenu un déchet radioactif avec une contamination en césium de 380 000 becquerels par kilo. Donc, l'intensité de la contamination a été extrêmement vaste. Elle est allée bien au-delà dans le cercle de 20 km. Elle est allée, vous le savez, jusqu'à Tokyo. Et je voudrais illustrer ce problème des rayonnements gamma. Ce qui se passe,
La catastrophe de Fukushima a rejeté dans l'atmosphère tout un cocktail de substances radioactives. Parmi ces substances, il y a le césium-137 et 134, qui sont des métaux et qui se sont déposés au sol. Ce césium-137 et 134, en se désintégrant, émettent des rayonnements gamma qui sont extrêmement puissants et qui traversent les murs. Ça veut dire que même à l'intérieur des habitations, les gens sont irradiés par la désintégration du césium qui est déposé à l'extérieur. Donc je vais vous le montrer rapidement avec ce morceau de vidéo avec le même appareil. Donc nous sommes en juin 2011 dans la ville de Fukushima, à 60 km de la centrale. Donc au contact du sol, 600 coups par seconde, c'est déjà nettement supérieur au niveau normal qui devrait être de l'ordre de 100 coups par seconde. Si on élève l'appareil au-dessus du sol, la radioactivité augmente, puisque nous passons à 1000 coups par seconde, parce qu'à ce moment-là, nous sommes beaucoup plus en visée directe des rayonnements gamma qui viennent de l'extérieur. Évidemment, si on s'approche de la fenêtre, la radioactivité augmente encore, puisqu'on se rapproche de la source de radiation. Au contact de la fenêtre, on va être à, vous le voyez, 1400 coups par seconde. Si on sort à l'extérieur, j'ouvre la fenêtre, la radioactivité va augmenter encore. Nous sommes à 2000 coups par seconde. Et évidemment, si on pose l'appareil sur le sol, on va être à 3000, 4000, 6000 coups par seconde. C'est l'ensemble de la ville de Fukushima qui est contaminée et qui l'est toujours au moment où on parle, puisque cette radioactivité n'a été divisée que par, disons, 2 depuis 4 ans que la catastrophe est intervenue. Dernier point, pour vous montrer pourquoi c'est dangereux, je vais faire une petite manipulation en m'interposant entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, avant que je m'interpose, nous avons, disons, 1300, 1400 coups par seconde. Si j'interpose mon organisme entre l'extérieur et l'intérieur, la radioactivité va baisser un peu parce que c'est mon corps qui va capter l'énergie invisible véhiculée par ces rayonnements gamma. Vous voyez qu'on est plutôt à 1000, 1100 coups par seconde. Ça vous montre bien ce phénomène de l'irradiation à faible dose, c'est que l'organisme emmagasine cette énergie qui crée des lésions, en particulier dans l'ADN, et qui petit à petit va pouvoir malheureusement conduire à une augmentation des risques de cancer à long terme. Et les gens vivent aujourd'hui à Fukushima, mais dans d'autres préfectures du Japon, avec ce type de problème de contamination. Donc ma conclusion est simple, il est extrêmement important que les citoyens puissent disposer de moyens de contrôle indépendants, parce que les États et l'industrie nucléaire ont l'habitude de nous mentir sur les impacts. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup pour cette magnifique présentation. On vous a vu souvent à la télévision, vous êtes peut-être au courant de ça. Souvent, le réseau français, francophone au Québec, a montré les travaux de la CRIRAD en France. Extrêmement impressionnant. Je vous en félicite. Alors, vous m'avez donné une idée là, pour ma présentation. Moi, je suis très actif en ce moment du côté des armements nucléaires. Il y a quelqu'un dans la salle qui m'a... I hope you all understand English. Someone in the room here has twisted my arm for the last 2 years. Donc, en termes en français, donc, quelqu'un dans la salle m'a tordu le bras pendant 2 ans pour que je me joigne à Pugwash. Je parle de Pierre Jasmin, le professeur Pierre Jasmin, qui est assis derrière. Professeur remarquable qui enseignait le piano à l'UQAM. Alors, je suis actif dans Pugwash, puis aussi, je me suis joint au groupe 78, dont les quartiers généraux sont à Ottawa. Et ça fait très longtemps, depuis 1980, que je fais partie du groupe Science for Peace, qui est centré à l'Université de Toronto. Et alors, Bruno m'a donné une idée qu'il faut dénoncer des mensonges. Et le plus gros mensonge de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ça a été en juin 2012. Donc, je vous rappelle que Fukushima s'est arrivé en mars 2011. Et en juin 2012, la Commission canadienne de sûreté nucléaire a donné son approbation à la réfection du réacteur nucléaire de Gentilly.
Puis ils ont fait ça sans avoir le rapport d'analyse de sûreté. C'est un gros rapport de 1000 pages que Hydro-Québec était supposé déjà avoir livré en 2009, qui avait retardé d'année en année. En juin 2012, la Commission canadienne de sûreté nucléaire a officiellement approuvé la réfection de Gentilly sans avoir ce rapport d'analyse de sûreté. Ils ont invoqué l'article 7 de la loi canadienne sur le nucléaire qui dit que la Commission canadienne, la CCSN à Ottawa, peut en tout temps exempter n'importe qui, n'importe quelle personne, n'importe quelle institution Hydro-Québec de n'importe quelle stipulation de la loi. Donc, c'est l'équivalent des mesures de guerre. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils pourraient approuver la construction d'un réacteur nucléaire dans le soubassement de l'édifice, ici, s'ils voulaient. Alors, c'était un gros mensonge. Et c'était pas reconnu comme mensonge, mais quand il y a eu la commission parlementaire en janvier 2012, ils ont posé des questions. Daniel Breton a posé des questions à Jawal et Ramzi Jawal. Et il a répondu d'une façon assez obscure, mais quand on comprend le jargon, là, il a admis qu'ils avaient, quand ils ont donné cette approbation en juin 2012, ils n'avaient aucune documentation de la part d'Hydro-Québec qui leur permettrait d'approuver ce projet. Alors, il a expliqué, Jamal, il a dit, oh, on les autorisait à faire des travaux envers la réfection. Mais quand l'annonce était faite, c'est comme tout le monde a compris, la CCSN approuve la réfection de Gentilly. Puis ils n'avaient même pas en main le rapport d'analyse de sûreté. Tu sais, quand on parle de rubber stamping, tu as un rapport, puis boum, approuvé. Ils ont approuvé un rapport qui n'existait même pas. Alors, si on regarde le contemporain, le gros contemporain en ce moment, là, peut-être que vous êtes très conscients, c'est que le Canada est en train d'approuver des ventes considérables d'uranium en Inde, violant ainsi le NPT, le traité de non-prolifération nucléaire. On a vu que les États-Unis, la France et l'Angleterre ont pris très sérieusement le NPT pour empêcher l'Iran de construire des bombes nucléaires. Et on s'attend à ce que l'entente soit signée d'ici le mois de juin, que l'Iran ne pourra pas construire de bombes nucléaires pendant au moins 10 ans. Alors, pendant que ces grandes puissances donnent, je pense, un bon exemple, le Canada, lui, dit aux Indes, « Ah, vous construisez des bombes nucléaires? Ouais, ben nous autres, on vend de l'uranium. Ça pourrait vous intéresser. » Donc là, je pense que notre groupe ici, là, on va peut-être prendre une décision d'ici ce soir ou demain, là, de faire une déclaration très importante que le Canada, je vais le dire en anglais puis je traduirai, parce que je suis très influencé par les deux belles présentations de Gordon Edwards. Il a dit Canada is making a mockery of the NPT, of the Nuclear Non-Proliferation Treaty. Donc, le Canada est en train de se moquer du traité de non-prolifération des armements nucléaires. Du côté positif, je souligne qu'en décembre, il y a eu une réunion importante en Autriche, à Vienne, et il y a 185 pays qui se sont prononcés très fortement en faveur du désarmement nucléaire. Non seulement ça, mais de commencer à forcer, par des résolutions aux Nations unies, forcer les 5 grandes puissances nucléaires, puis peut-être les autres, là, Pakistan, Inde, Israël, Corée du Nord, forcer ces pays à appliquer les promesses du NPT qui étaient signées autour de 1972. Les grandes puissances nucléaires avaient dit, bon, mais si vous ne construisez pas de bombes nucléaires, vous autres, là, nous autres, on va travailler envers le désarmement nucléaire. La situation présente qui est scandaleuse, c'est qu'aux États-Unis, les laboratoires d'armement nucléaire ont sur la table une proposition qui va coûter 1 000 milliards de dollars, 1 trillion de dollars, trillion dans le sens québécois puis nord-américain. Trillion, c'est 1 000 milliards. Un facteur de 1000 dans des sommes de ce genre, il faut en tenir compte. Vous êtes d'accord? Donc,
Donc, en anglais, c'est $1 trillion, donc 10 puissance 12 dollars. 1000 milliards de dollars. Et alors ça, c'est le summum de la démence. Vous pouvez me citer là-dessus, là, le summum de la démence. Et, oh oui, vous pouvez me citer, partout, partout. Ouais. Pierre Jasmin pourrait peut-être sortir une expression encore plus éclatante, peut-être. Je passerai le microphone tout à l'heure. Donc, il faut, moi, je dis qu'il faut faire quelque chose d'important cette année dans le domaine en vue du désarmement nucléaire. Donc, si les puissances réussissent à empêcher l'Iran de construire des bombes nucléaires, c'est très bon. Les puissances nucléaires elles-mêmes disent, là, on ne veut pas avoir un autre joueur, on ne veut pas une autre personne qui va faire des bombes nucléaires. Moi, un argument que je fais jouer en ce moment, c'est, j'appelle ça mon German Wings Argument. Vous savez, il y a à peu près 2 semaines, là, il y a un copilote allemand qui a fait écraser un avion, tuant 150 personnes dans les Alpes françaises. Et c'est un homme, on sait maintenant qu'il avait des tendances suicidaires, il avait eu des traitements de psychiatre. Puis la compagnie, apparemment, n'était pas tout à fait au courant. Et le suicide, c'est pas rare. Toutes les 2 semaines, il y a un suicide qui est rapporté dans les médias, puis des suicides là, voulus, délibérés, calculés, qui tuent plein d'autres gens en même temps. Et donc, on peut se demander si... ce que ça montre, c'est qu'on ne peut pas se fier à un très grand nombre de personnes. Il y a des milliers d'officiers qui sont proches des armements atomiques, les sous-marins nucléaires, les silos de missiles un peu partout. Et aux États-Unis, il y a un bouquin important qui a été publié par Eric Schlosser en 2013 qui montre que le système américain, qui supposément était très sécuritaire du côté des armements nucléaires, ne l'était pas. Son bouquin s'appelle Command and Control, Nuclear Weapons, The Damascus Accident, The Illusion of Nuclear Safety, l'illusion de la sécurité nucléaire. La mentalité qui règne parmi les nucléaires, c'est la même qu'on voit pour les réacteurs nucléaires. Je dois vous avouer que moi-même, là, j'ai travaillé dans un laboratoire d'armement atomique à Sandia pendant 3 ans. Pendant longtemps, j'étais un partisan des armements nucléaires, pas de lâcher les bombes, juste de les avoir. Et puis aussi, j'étais en faveur des réacteurs nucléaires. Mais dans les dernières années, j'ai changé. J'ai été recruté ici au Canada par Gordon Edwards, Michel Fugère. Et donc, autour de 2007, j'ai été recruté pour travailler contre la réfection du réacteur nucléaire de Gentilly. Et j'avais déjà travaillé aux États-Unis pour le désarmement nucléaire. Et ça avait nu un peu ma carrière. J'avais été licencié à Bell Labs en 1988. Et ici, c'est Pierre Jasmin qui m'a remis dans le coup. Et je pense que c'est le plus gros problème qu'on a. Vous savez, le système d'armement nucléaire, là, ça s'appelle MAD. Ça donne que c'est mon acronyme. Je m'appelle Michel Albert Duguay. MAD. MAD, ça veut dire Mutual Assured Destruction. Les experts en armement nucléaire dans tous ces pays vont vous dire, le système-là assures your destruction. Mutual Assured Destruction. Voulez-vous contribuer à $1 trillion pour améliorer les bombes atomiques et les moyens de livraison? Levez la main. Ah, il n'y a personne. Une autre chose que je vais vous signaler, qui est dans le bouquin d'Eric Schlosser, c'est que les Américains, les nucléaires, ils ont pensé supposément à tout. Alors, ils savent que quelqu'un pourrait vouloir lancer un missile. D'ailleurs, eux autres, là, vous savez, toutes les compagnies d'aviation, maintenant, ils disent 2 personnes dans le cockpit tout le temps. Oh oui, 2 personnes dans le cockpit tout le temps. Mais les nucléaires, eux autres, dès le début, ils ont dit, on ne met pas un missile nucléaire en charge d'1 personne. Tu as toujours 2 officiers. Il y a 2 clés. Il faut que les 2 mettent la clé dans le truc. Puis il faut faire un code. Donc, la sécurité est assurée par 2 personnes. Bien, il y a des attentats qui sont causés par 2 ou 3 personnes. Hein? Il ne pourrait pas être de connivence, là.
Et alors, du côté américain, apparemment, que s'il y a un lancer autorisé, par défaut, comme ça n'a pas été bien codé pour le ciblage, là, ça c'est du côté américain. Schlosser, il dit, là, il n'y a aucun accès aux données russes. Donc, admettons que pour les Américains, c'est comme ça. Il y a un fou là, qui lance un missile, mais il tombe dans l'océan. Mais c'est comment en Russie? Il y a 9 pays qui ont des bombes nucléaires. Puis les dernières études des climatologistes, c'est que s'il y avait un échange nucléaire local, entre le Pakistan et les Indes, ça pourrait causer une famine mondiale, causant la mort de 1 milliard de personnes. Alors que le gouvernement canadien, vous savez, le Canada il a fourni l'uranium pour la bombe atomique du projet Manhattan, que le gouvernement canadien maintenant annonce, bonne nouvelle, on va vendre des milliards de dollars d'uranium aux Indes pour les encourager à faire des bombes atomiques. Le Canada a fait un don d'un réacteur nucléaire aux Indes, puis le Canada a contribué à aider le Pakistan à bâtir des bombes nucléaires. Il y a une grosse responsabilité et il faut avoir le courage que manifestent Bruno, Pierre Jasmin, Gordon Edwards et beaucoup d'autres de parler de façon provocatrice. Moi, j'ai tendance à tenir un langage moins provocateur que Pierre Jasmin, mais on va voir si Pierre nous donne un échantillon. Merci de votre attention. Aussi, je lancerai peut-être la première question pour débuter la discussion. S'il y avait juste un message clé, Michel, que tu voulais qu'on fasse cet après-midi, ce serait quoi? Bien, je m'excuse de ce message. Je ne suis pas sûr que tout le monde va être parfaitement d'accord. Mais j'ai un ami de longue date qui s'appelle Pierre Banne, qui est ici au symposium. J'ai pris le lunch avec lui hier. Et il a tendance à être optimiste. Il faut admettre que le Canada est dominé par les États-Unis. Moi, j'ai la double citoyenneté, américaine et canadienne. Et on a tendance à beaucoup critiquer les États-Unis. Et lui, il a travaillé aussi aux États-Unis. Il y a au moins une chose que les Américains ont. En fait, il y a 2 choses. Les Américains sont très optimistes. Et deuxième chose, les Américains ont beaucoup d'appréciation pour les nouvelles idées. D'après Pierre Banne, c'est le seul pays au monde où si tu mets une nouvelle idée sur la table, ça ne va pas être rejeté du revers de la main. Vous savez, dans le temps de Jean Charest, ici, là, amener des nouvelles idées, là, du revers de la main, on écarte. Et les Américains, ils vont la regarder, ton idée. Ils vont discuter, ils vont peut-être même l'essayer. Mais c'est un pays qui est ouvert aux nouvelles idées. Et donc, il y a peut-être un signe d'optimisme de ce côté-là. Moi, je pense que la situation est critique là, par rapport aux armements nucléaires, parce que si vous lisez la documentation là-dessus, puis il y a beaucoup de présidents américains qui l'ont dit aussi, il y a un élément aléatoire là-dedans. Un accident, ça peut arriver. L'accident de Damascus, là, où la fusée a explosé, puis heureusement, la bombe atomique n'a pas explosé là, dans le sud des États-Unis. Bien, ça avait commencé parce qu'un technicien avait échappé un wrench. Puis le wrench avait ricoché, puis avait percuté, transpercé la fusée qui avait des liquides très toxiques, très inflammatoires. Et c'est arrivé maintes et maintes fois qu'on a évité des catastrophes nucléaires. Le cas le plus connu, c'est la crise de Cuba en octobre 1962, dans le temps de John Kennedy. Et je pense qu'il y a une femme qui a joué un rôle très important dans cette aventure, dans la crise de Cuba. John Kennedy s'était souvenu de son enseignante, Barbara Tuchman, à l'Université Harvard, qui étudiait les causes profondes de la Première Guerre mondiale. Puis quand il était à Harvard, là, dans la fin des années 40, les historiens n'étaient pas encore d'accord à savoir quelles étaient les causes de la Première Guerre mondiale. Et ça l'a impressionné. Alors, durant la crise de Cuba, je ne sais pas si vous le savez, là, mais les généraux américains unanimement recommandaient à Kennedy d'attaquer tout de suite, sans annonce rien, attaquer tout de suite avec des missiles à Cuba.
Ça aurait pu déclencher la guerre nucléaire. Bob Kennedy a dit plus tard, on a passé la chance, c'était une chance sur 4 qu'il y ait une guerre nucléaire à ce moment-là. Merci pour le message précis. On va se reparler après la présentation. Tu me compliques la tâche. Donc, on va prendre plusieurs questions. François, c'est possible de venir au micro pour qu'on puisse enregistrer? Bon, la question est plus pour Bruno, étant donné que tu es allé au Japon. Comment on peut expliquer que les Japonais, c'est quand même une culture assez développée, là, c'est du monde assez cultivé. Comment ça qu'ils continuent à vivre là, même s'ils savent que c'est totalement radioactif? Puis on sait que le gouvernement, lui, il a l'air à désinformer la population, là, comme s'il niait le problème, comme s'il n'y avait pas tant de ça, de la radioactivité. Comment on peut expliquer que ça se passe comme ça? Vu que les questions seront au micro, vous pouvez peut-être faire une ligne, ça va faciliter l'ordre de la prise de parole. Merci. Bon, d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que la radioactivité, ça ne se voit pas. Donc, si les citoyens n'ont pas d'appareil de mesure, ils ne peuvent pas détecter la contamination de leur environnement. Deuxième élément, même à partir du moment où vous êtes capable de détecter la radioactivité, il faut pouvoir interpréter les résultats. Et en ce qui concerne le Japon, il y a un lobbying extrêmement puissant de l'État, des compagnies, pour faire croire aux gens qu'en dessous de 100 millisieverts par an, il n'y aurait pas d'impact sur la santé. Alors que de très nombreuses études montrent que les faibles doses ont un effet sur la santé à partir de quelques millisieverts par an. Et la dose maximale annuelle admissible, c'est 1 millisievert par an. Donc il faut lutter face à toute cette désinformation. L'État, au Japon, dépense des millions en campagne publicitaire pour faire croire aux gens qu'ils peuvent revenir dans les territoires contaminés. Donc face à ça, les citoyens sont dans une situation qui est extrêmement difficile, entre deux discours opposés, à qui faire confiance. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, alors qu'en mai-juin 2011, quand nous sommes allés sur place, les citoyens nous accueillaient, je dirais, avec reconnaissance, en nous disant « merci de venir nous montrer la réalité ». Quand on y est retourné en 2012, ceux qui sont restés n'ont plus envie de voir la réalité. Ils n'ont pas envie qu'on montre que c'est radioactif parce que ça va nuire à leur commerce. Et ça va être quelque chose qui est extrêmement difficile à supporter lorsque vous mettez-vous à la place d'une mère de famille qui sait que c'est radioactif et qui reste là avec ses enfants. C'est quelque chose qui est insupportable. Donc c'est une situation qui est très difficile. Et avant de repasser le micro, je voudrais répondre à la question de tout à l'heure. Le message, pour moi, c'est de rappeler que la radioactivité, ça ne se voit pas. C'est pourquoi il est extrêmement important que les citoyens puissent se former, s'informer, renforcer les contrôles indépendants et lutter contre la désinformation qui existe en matière de nucléaire du début, la mine d'uranium, jusqu'à la fin, la catastrophe nucléaire, en passant par toutes les étapes. Chaque fois que nous avons fait des contrôles indépendants, nous avons constaté les mensonges des industriels. Et ce qui serait utile, c'est de mettre dans la loi, ça n'existe pas en France, un crime ou un délit par rapport au mensonge. C'est-à-dire que quelqu'un qui ment à une population devrait pouvoir être sanctionné par la loi. Ce n'est pas le cas, évidemment, aujourd'hui. Merci beaucoup. En fait, ma question, c'est par rapport à la vidéo qui était présentée, le transport. Est-ce que la radiation qui était détectée, est-ce que c'est une fuite au hasard ou c'était vraiment les consignes qui n'étaient pas bien précises, qui n'étaient pas prises en compte, ou c'est toujours comme ça? Parce que ça m'étonnerait que la France, qui était quand même assez développée en matière de transport et aussi de nucléaire, que ça existe des fuites comme celle-là. Merci. Alors, ce n'est pas une fuite. C'est-à-dire que la matière radioactive, les atomes d'uranium, par exemple, dans le cas, vous parlez du camion. Bon, les atomes d'uranium, ils sont toujours à l'intérieur de la citerne. Ils sont bien à l'intérieur. Par contre, les radiations qu'ils émettent, en tout cas une partie d'entre elles, pas les alphas, qui sont arrêtés, vous le savez, par une feuille de papier, mais les gammas sont capables de traverser même du plomb. Il faudrait en réalité des épaisseurs de plusieurs centimètres de plomb, voire plus, pour arrêter totalement les rayonnements gamma. Donc c'est pas une fuite de matière, c'est une émission de radioactivité à travers
la citerne. Et le lobby nucléaire en est parfaitement conscient. C'est bien pour ça que les doses maximales acceptables au contact des véhicules de transport sont si énormes, puisque la limite, vous l'avez vu, c'est 2000 microsieverts par heure, c'est-à-dire 20 000 fois la radioactivité naturelle. Parce que sinon, si l'industrie mettait en place des normes qui nous protègent réellement, nous, les citoyens qui pouvons être à côté de ces véhicules, sur l'autoroute, à une station-service, sur un parking, si on voulait vraiment nous protéger, il faudrait des épaisseurs de blindage des containers qui font que probablement beaucoup de matières nucléaires seraient intransportables. Donc là aussi, il faut que les citoyens prennent conscience de cette réalité et il faut se battre. Et là, c'est extrêmement difficile parce que ce n'est pas la réglementation d'un État qu'il faut changer, c'est la réglementation internationale, y compris au niveau de l'AIEA. Bruno, parce que moi, quand je regarde vos vidéos, je suis toujours un peu inquiète de vous voir vous exposer comme ça, là. Bien sûr, quand on va sur le terrain, on porte un dosimètre, mais il faut bien savoir qu'un dosimètre, ça ne nous protège de rien. Le dosimètre, ça permet simplement de vérifier la radioactivité que l'on subit. Et pour se protéger de cette radioactivité-là, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas rester longtemps, de ne pas le faire souvent, puisque les doses se cumulent. Oui. Donc, Marc Fafard. Bonjour. Question pour M. Charéron. Nous, comme Québécois, on est concernés par le yellowcake ou l'uranium qui est extrait de la Saskatchewan parce qu'une grande partie transige par chemin de fer jusqu'à Montréal pour ensuite prendre le bateau au port de Montréal. Est-ce qu'on peut imaginer que le yellowcake, comme on a vu dans les barils à l'usine que vous nous avez présenté avec la clôture, qui transige par camion standard, puisqu'ici, au Canada, on ne considère pas que le yellowcake est une matière dangereuse, radioactive, élevée, si on veut. Donc, il y a peu de mesures de contrôle. Ça est transporté comme des barils de pétrole, si on veut. Est-ce qu'on peut imaginer que tout le long de ce chemin-là, on a les mêmes effets de la radioactivité qui sortent de nos barils de yellowcake canadiens, si on veut? Donc, par la suite, on va prendre seulement 2 autres questions. Donc la réponse à votre question est oui, bien entendu. L'uranium canadien ne va pas faire exception. La radioactivité typique du yellowcake, c'est plusieurs millions de becquerels par kilogramme de yellowcake. Et donc forcément, il y a une émission de radiation à proximité des véhicules qui transportent ce yellowcake. Donc le message important pour les citoyens, c'est ne stationnez pas inutilement et ne vous approchez pas de ces véhicules qui, normalement, ont ce fameux trèfle radioactif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le risque d'accident. C'est autre chose. Donc là, ce serait le cas où la matière radioactive s'échapperait elle-même en cas d'accident grave, et ça, c'est tout à fait possible. Il y a des cas, on l'a vu encore il n'y a pas très longtemps en France, l'autorité de sûreté nucléaire a constaté, au déchargement d'un navire qui amenait du yellowcake, une contamination. Ce n'était pas un accident, mais manifestement, des fûts avaient fui. Donc ça, c'est un deuxième problème, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de matière à proximité de ces emballages. Pierre Jasmin. Merci Isabelle. J'ai écrit sur ma feuille de présentation que j'aimais beaucoup qu'on ait jumelé ces deux chercheurs, Michel d'un côté et Bruno de l'autre, une présentation plus technique et une présentation plus éclatée qui... moi, je ne crois pas beaucoup que ce soit des superlatifs qui vont nous aider là-dedans. Je crois effectivement que si on reste très proche du discours scientifique pour dénoncer, c'est suffisant. C'est sûr qu'on a l'imagination aussi pour imaginer qu'un tel camion pourrait subir un accident de la part d'un terroriste qui déciderait de le faire, et ça, c'est toujours une possibilité. Alors, merci beaucoup, en tout cas, Bruno, d'être venu ici au Canada pour cette présentation qui est vraiment extraordinaire. J'ai oublié le sens de ma question. Premier, je vais laisser la parole à monsieur. Allez-y. Ça va me revenir pendant que vous allez parler. OK. Bonjour. Bon, moi, ma question s'adresse à Bruno, notre ami. Peut-être c'est par crainte que je pose ces questions. C'est savoir quelle est la situation de carottage au niveau des mines au niveau des sites d'exploration.
les extensions de carottage, est-ce qu'ils sont aussi dangereux que les yellow coke qui sont dans les barils? Parce que chez nous, il y a eu des responsables de la géologie et des mines qui ont eu à dire que l'uranium n'est dangereux que quand s'il est enrichi. Et puis il a dit ça dans un journal de la place. Merci. Donc dire que l'uranium n'est dangereux que lorsqu'il est enrichi, c'est un des mensonges classiques du lobby nucléaire depuis des décennies. L'uranium, tous les isotopes de l'uranium sont radioactifs. L'uranium naturel, puisque la question c'était sur les carottages. Lorsque vous faites un carottage naturel, si ce carottage intercepte la zone de minéralisation d'uranium, vous pouvez avoir dans cette matière des niveaux de radiation, de concentration en uranium qui peuvent être de 1000 becquerels par kilo, 10 000 becquerels par kilo. Ça dépend de la teneur de l'uranium. Il faut rappeler à ce propos que l'uranium naturel, l'uranium 238, est associé à 13 autres produits radioactifs, le radium 226, le radon 222, qui est un gaz qui s'échappe en permanence du minerai d'uranium. Donc, au contraire, le minerai d'uranium est dangereux parce qu'il contient l'uranium et tous les autres métaux lourds radioactifs qui lui sont associés, plus un gaz radioactif qui est le radon. Donc, c'est déjà dangereux. D'ailleurs, vous l'avez vu dans le film, le véhicule que nous doublons sur l'autoroute, ce n'est pas de l'uranium enrichi. C'est encore à l'étape de l'uranium naturel. Et les fûts de yellow cake, ce n'est pas de l'uranium enrichi, c'est de l'uranium naturel. Quant au carottage, puisque vous venez du Mali, nous avons fait quelques mesures justement au Mali, dans le laboratoire à Bamako, qui expertise les carottages envoyés par la société Rockgate de Faléa. Certains de ces carottages, effectivement, sont radioactifs avec des taux de radiation au contact qui sont 10 fois, 20 fois supérieurs à la normale, puisque ce sont des carottages dont une partie est faite pour aller chercher du minerai d'uranium. De là, l'importance de la conclusion qui va sortir de cet atelier. Dernière intervention. Oui, dans le fond, on peut comprendre Areva de mentir parce que ils viennent de perdre 2 milliards, je pense. Juste dans l'année qui vient, 5 milliards, merci, dans l'année qui vient de s'écouler. Donc, ce qu'on peut ce qu'il ne faut absolument pas tolérer, par contre, c'est l'aveuglement de nos leaders politiques, tels M. Harper qui est en train de vendre l'uranium canadien à l'Inde et tel. On s'en souvient, Michel, à cause du combat qu'on a mené avec Philippe Giroul et d'autres. Jean Charest à propos de Gentilly II. Et c'est criminel de leur part, ce comportement-là. Et c'est ce qu'il faut, je pense, vraiment combattre. Merci aux deux présentateurs. Avez-vous un dernier mot de la fin? Bon, un petit mot rapide qui rebondit sur ce que vous venez de dire. Les politiques, ils ne feront rien si les citoyens ne leur mettent pas la pression. C'est à nous, les citoyens, de donner des informations, citoyens et scientifiques évidemment, de donner des informations indépendantes, de tenter de bénéficier de l'appui des médias, parce que ces informations, pour qu'elles soient audibles, il faut que les médias, les grands médias les reprennent, et d'éduquer les citoyens pour qu'ensuite les citoyens fassent pression sur leurs gouvernants pour prendre les bonnes décisions. Mais moi, j'aimerais féliciter Bruno pour cette idée là, que ça prend des lois, donc des nouvelles lois. On a parlé beaucoup du Bill 51, la nouvelle loi fédérale, le 51. Et il y a quelqu'un qui a dit, là, je pense que c'est Michael Dworkin de McGill, il a dit, bien, la loi 51, là, ça va interpeller certains d'entre nous ici. Puis il a dit, well, the next step is the gulag. La prochaine étape, au-delà du projet de loi 51, c'est le goulag. Alors, demandez-vous s'il y aurait de la place au Québec là, pour construire des goulags.